il y a 1000 personnes à l'époque que je ne connais pas qui viennent me follow moi. Mais je me sens pas forcée, j'aime encore ça. J'aime partager, j'aime quand les gens ils réagissent bien à un contenu. J'aime bien encore ce que sont les réseaux sociaux pour moi. Depuis 10 ans sur les réseaux, quel est ton rapport à ta figure, en fait, à ton corps? Est-ce que tu peux encore te voir dans un miroir? Pendant de nombreuses années, c'est vrai que moi j'ai eu ce syndrome à me dire que j'étais jamais assez bien et que comment est-ce que j'allais réussir à faire mon trou avec un physique classique en fait. T'as peut-être ressenti un petit syndrome de l'imposteur aussi. Ma valeur, elle était dans autre chose. Je dois vendre et en même temps, je veux faire passer un message qui est faites du sport en fait pour votre santé globale. À avoir une vision différente du sport et de l'alimentation. Donc en fait, ils viennent pour les entre grands guillemets mauvaises raisons et restent pour les bonnes finalement. C'est quand même une bonne raison de se transformer physiquement parce que ça impacte ton physique, ça impacte ta confiance en toi. Aujourd'hui, le problème c'est que les gens ils se transforment n'importe comment. Comment est-ce que tu as découvert ça? J'avais des réactions alimentaires à certaines prises d'aliments. Je comprenais pas d'où ça venait. Non, ça me manque, il y a plein de trucs qui me manquent. Tu l'as vécu comment, le diagnostic? Un soulagement. C'est pas que tu manges pas parce que tu es au régime, tu manges pas parce que ça te rend malade. Ça fait mal. Et t'en as remangé volontairement? Non, jamais. Où est-ce qu'il y a du gluten? Par exemple, je me suis fait avoir sur les médicaments. Tu privilégies le riz, les patates, tout. On peut manger beaucoup de choses sans gluten. C'est juste un apprentissage pour les gens. Tu dis à quelqu'un manger sans gluten, mais voilà, je sais pas par quoi commencer. Quoi. Tu cuisines plus depuis que tu manges sans gluten ou pas forcément? Depuis que je mangeais si surtout. Est-ce que ça fait maigrir? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Différemment. Donc c'est mon nouveau podcast, donc celui de Zoé No Gluten, c'est moi qui parle. Alors aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Justine Galis, avec qui j'ai déjà eu la chance de collaborer un petit peu plus tôt ces années, en 2024 plutôt, donc début de l'année scolaire. Je parle toujours en année scolaire, moi. Catastrophique. Ça, c'est la prof qui parle. Voilà, alors Justine Galis, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous allez apprendre à la découvrir aujourd'hui, elle est géniale, mais elle est sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans maintenant, spécialisée dans tout ce qui est fitness. Et la particularité de Justine, c'est qu'elle a été diagnostiquée de la maladie cœliaque, donc comme moi, elle ne mange plus de gluten depuis 1 an, je pense, c'est ça? Ouais, un peu plus d'1 an. Un peu plus d'1 an maintenant, voilà. Donc on en parlera et puis tu nous expliqueras aussi ce que tu penses de est-ce que le gluten fait maigrir véritablement? Est-ce que tu as vu une différence sur ton corps ou pas? Tu nous donneras toutes tes infos là-dessus. Mais avant ça, j'aimerais qu'on reprenne peut-être depuis le début, Justine. Et si tu veux bien nous parler de tes débuts sur les réseaux, pourquoi est-ce que tu t'es lancée à la base? Pas de souci, Zoé, déjà bonjour à tous. Et merci, oui, je me lance direct dedans. Merci de m'avoir invitée, c'était important de te remercier. J'ai commencé sur les réseaux sociaux, donc au tout début que ça a commencé un peu en France, c'est-à-dire 2013. Ouais. À l'époque, c'est quelque chose qu'on a un peu perdu aujourd'hui, c'était avant tout pour l'effet communautaire. J'avais commencé la salle de sport et puis les réseaux sociaux étaient à leur tout début, à une époque où les placements de produits, les collaborations, la notoriété, les trends, tout ça n'existait pas. Et j'y suis allée en fait tout simplement comme un journal intime et je commençais le fitness personnellement après une rupture amoureuse. C'était un peu mon histoire à l'origine, c'était après une rupture. Et j'avais tout simplement envie de partager ce que je faisais sur Instagram et j'y trouvais en fait des gens qui ne me connaissaient pas. Qui venaient m'encourager là où parfois je manquais peut-être d'encouragement autour de moi, de mes proches ou autres. Et il y avait cet effet où des fois tu avais 10, 20 personnes, 100 personnes que tu ne connaissais pas qui t'encourageaient. Et il y avait un fort esprit communautaire fitness qui venait des US à ce moment-là. Okay. Ça a commencé comme ça. Et donc c'était Instagram, c'est ça? Tu postais des photos de tes avant-après, c'était quoi tes premiers contenus? Les premiers posts, YouTube, je sais pas. YouTube est arrivé après, mais Instagram en 2013, c'était pour partager des photos. Tu sais, à l'époque, l'application était utilisée principalement pour faire des filtres qu'on postait sur Facebook. Oh là là, ça me paraît vieux, ça va faire plus de 12 ans, 15 ans maintenant. Ouais, c'est fou. Ça fait longtemps. Et en fait, au départ, c'était plus vraiment, j'ai découvert sur Instagram, c'était pas qu'une appli de photos, que c'était une appli où il y avait des gens qui avaient des millions d'abonnés aux USA, des stars du milieu de la muscu, du body fitness, de la compète, tout ça. Et en fait, je prenais des photos de mes assiettes, beaucoup de mes petits déjeuners au départ. Okay. Ça a toujours été personnalisé. Enfin, je veux dire, il y a eu ta tête dès le départ, parce que je sais que beaucoup de personnes peut-être ont publié des photos et n'ont pas eu envie de se montrer dès le début, et puis petit à petit se sont dévoilées. Ouais, parce qu'en fait, en plus, l'objectif à la base, c'était pas d'en faire une carrière. Enfin, c'était surtout vraiment, c'était l'objectif du journal intime. Le compte était public, moi, je faisais du théâtre, tout ça, donc me mettre en scène, ça me gênait pas tant que ça. Et j'aimais bien justement ce côté un peu, tu postes, t'as des gens qui te connaissent pas, qui viennent t'encourager. Il y avait une très bonne ambiance déjà à l'époque. Oui, c'est ça. C'était pas pour faire gagner de l'argent. C'était
c'était juste parce que c'était un truc qui te faisait du bien à toi, de pouvoir partager ça avec des personnes qui te comprenaient, que tu connaissais pas forcément. C'est ça. Voilà. Et à force de commencer à grossir, à avoir une communauté déjà de 10 000 personnes qui te connaissent pas. C'est fou, hein. Franchement, quand on imagine 10 000 personnes dans un stade, par exemple, c'est énorme. 10 000 personnes, même je me souviens des premières 1000 personnes, je me suis dit, il y a 1000 personnes à l'époque que je ne connais pas, qui viennent me follow, moi, qu'est-ce qu'ils sont... tu vois, et puis moi c'était l'époque où t'avais comme vibe vraiment les stars US avec des posts qui étaient très formatés body muscu, c'était très muscu, tu vois, très fitness compète. C'est très particulier, il n'y avait pas ce côté lifestyle comme on a aujourd'hui. Et après en fait quand ma communauté a commencé à augmenter sur Instagram et qu'on me posait beaucoup de questions, j'avais du mal à répondre en perso. J'ai ouvert la chaîne YouTube pour pouvoir faire des vidéos qui répondaient à ces questions. Ça s'est fait naturellement en fait. Au bout de 2 ans d'Instagram, j'ai ouvert la chaîne YouTube. C'est fou. Aujourd'hui, il faut quand même rappeler que donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas, donc, tu parles de 1000 abonnés, à quel point c'était énorme. Aujourd'hui, tu as plus d'1 million d'abonnés sur Instagram et 800 000, je crois, sur YouTube. Donc, c'est énorme. Et moi, ce qui m'impressionne toujours dans ce type de parcours, c'est en fait la résilience qu'il faut avoir pour pouvoir continuer malgré les changements, se renouveler tout le temps. Comment est-ce qu'on trouve des nouvelles idées, malgré les remises en question, malgré tout ce qui peut se passer dans une vie, quoi. T'aimes vraiment les réseaux sociaux et que tu as encore la flamme aussi de publier, parce que quand ça fait 10 ans, tu n'as pas la même flamme que quand ça fait 3-5 ans, avec pour les gens qui se sont lancés par exemple pendant le confinement en 2020, là on est en début 2025 au moment où on tourne le podcast, mais c'est qu'est-ce que tu as envie de raconter comme histoire, et si tu as envie de continuer d'être sur les réseaux et que tu as envie que ça continue de marcher, faut être aussi malin, apprendre à casser ses formats, à regarder continuellement ce qui se fait, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que tu as envie de reproduire ou pas, parce que des fois, faire des contenus hyper divertissants mais très creux, c'est ce qui marche aussi, donc c'est une autre manière de voir les réseaux, mais comment est-ce qu'on peut utiliser les codes d'aujourd'hui pour continuer à faire la même chose, mais avec des formats différents. C'est pour les personnes qui sont les plus malléables, qui ont le plus d'adaptation et surtout qui sont vraiment faits pour ça, je pense. Il y a des gens qui ont commencé en même temps que moi il y a 12-15 ans, qui n'ont rien spécialement développé ou qui se sont arrêtés à ce qu'ils faisaient, qui n'ont pas pu prendre le train en marche des Reels quand on est passé de la photo à la vidéo. Ouais. Il y a ce message qui est encore important pour toi aujourd'hui. Est-ce que c'est la raison première de tes réseaux ou bien est-ce que c'est la rémunération? Parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup aussi. Est-ce que tu es là encore aujourd'hui parce que c'est ton métier tout simplement et que tu dois être là ou... Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'en soi, je vis pas de l'influence, comme beaucoup de mes consoeurs, je vis pas de l'influence en tant que telle, c'est-à-dire que j'ai un seul sponsor. Je vais arriver à parler aujourd'hui dans cette vidéo, dans ce podcast. Je suis sur les réseaux parce que c'est bien d'être aussi l'image de sa boîte et de son entreprise et d'incarner son message. Et je pense que c'est important de garder un des deux fondateurs avec une image forte sur les réseaux, mais je me sens pas forcée, j'aime encore ça. Ouais. J'aime encore ça, j'aime partager, j'aime quand les gens ils réagissent bien à un contenu émotionnel ou drôle ou pertinent ou que ça partage. J'aime bien encore ce que sont les réseaux sociaux pour moi. J'y trouve du plaisir, j'aime beaucoup la création. Quand je vais être dans des moments très chill où je suis en vacances, je vais avoir envie de partager des choses. Je veux dire, c'est naturel, c'est comme ça que j'ai été sur les réseaux, j'aime beaucoup ça. Mais je gagne pas ma vie avec mes abonnés, c'est-à-dire que mes abonnés ne deviennent pas ma rémunération, ils sont potentiellement mes clients sur notre plateforme de fitness, Fit Fight Forever. On en parlera, ouais. Ouais, mais après, je veux dire, en soi, je vis pas de l'influence en tant que telle. YouTube, j'ai arrêté et puis je gagnais pas vraiment des masses avec ma chaîne YouTube. Donc, on va dire que c'est plus faire découvrir à ma communauté mon produit. Et s'ils adhèrent à mon produit, là, on peut dire que mes réseaux me servent pour ma rémunération. Mais en soi, là, je capitalise pas sur mon nombre d'abonnés en faisant plein de placements de produits en tant que tel. Quand on est sur les réseaux depuis 10 ans et qu'on poste des photos et des vidéos de nous-mêmes depuis 10 ans sur les réseaux, moi je me demande, quel est ton rapport à ta figure, en fait, à ton corps? Est-ce que tu peux encore te voir dans un miroir? Est-ce que tu peux plus te voir, moins te voir? Comment ça évolue? Est-ce que tu mets des filtres? J'en mettais quand c'était un peu plus commun il y a quelques années, j'en mets plus maintenant. Parce que je suis plus à l'aise avec mon image, je pense. Mais comment dire? Oui, en plus, moi, j'évolue dans le milieu du fitness. Donc, il y a un rapport au corps qui est particulier. Dans notre milieu, être juste bien ne suffit pas. Pour se démarquer, souvent, c'est des profils qui ont des corps très minces, qui ont, moi, je le sais, dans mon milieu, beaucoup de grandes têtes d'affiche ont des petites prothèses cachées, et je ne parle pas forcément de la poitrine, tout ça, donc qui donnent des corps qui, naturellement, sont très impressionnants. Enfin, s'ils étaient naturels, ce serait très impressionnant. Ouais. Donc, on a beaucoup de comparaisons entre les corps, entre les influenceuses. Pendant de nombreuses années, c'est vrai que moi, j'ai eu ce syndrome à me dire que j'étais jamais assez bien.
et que comment est-ce que j'allais réussir à faire mon trou avec un physique, on va dire, qui ressemble à une pratiquante, on va dire, classique en fait. N'importe quel de mes abonnés peut avoir mon physique, il est accessible en tant que tel, même s'il est très sportif. Mais et avec les années, j'ai pris beaucoup de recul là-dessus. Je me suis rendu compte que ma valeur, elle était dans autre chose que mon physique. J'ai mes objectifs, je suis plus en paix avec ça, je suis plus en paix aussi avec la manière dont le fitness aborde le corps aujourd'hui. Il y a un côté beaucoup plus santé, même si la plupart des femmes recherchent toujours et éternellement malgré tout la minceur et vont toujours privilégier l'influenceuse la plus mince, la plus maigre ou qui mange le plus green et avec ces tendances-là. Mais moi, personnellement, je me sens pas de mettre ma santé en péril, de faire de la chirurgie ou de prendre nos Ozempic pour pouvoir correspondre à des standards irréalistes parce que j'ai trop besoin de ma santé mentale. Mais oui, c'est important. Mais malgré tout, j'ai réussi à avoir bientôt 1,1 incessamment sous peu millions d'abonnés avec un physique qu'on m'a tanné pendant des années d'être nul à chier. Et j'ai fait mon trou quand même et ça prouve quand même qu'on peut faire de belles choses, passer des beaux messages. J'ai resté dans quelque chose vrai, de plus réel, quoi. Finalement. Voilà, vrai, plus réel. Un physique auquel on peut se comparer. Et les gens sont habitués à avoir des attentes de corps irréalistes. Et si t'atteins pas ça, t'es une merde. Et en fait, je sais pas comment expliquer, la plupart des pratiquants, ils ont pas ces physiques-là. Le sportif moyen qui s'entraîne 6 fois par semaine très bien, il a pas un physique de compétiteur qui va à Mister Olympia. Il y a une petite dissonance comme ça dans l'approche que les gens ont du fitness, du pilate, qui à suivre des profils de gens extrêmes dans leur physique. Et ils ont après des attentes irréalistes sur eux-mêmes. Ouais, mais c'est peut-être ça que tu apportes justement, et c'est peut-être pour ça que ton compte marche finalement, c'est que tu montres aux gens que c'est ok d'avoir un corps normal et qu'on peut faire du sport même avec un corps normal et que c'est ça, un corps en bonne santé, et que faire du sport c'est pour la santé physique et mentale, et c'est peut-être quelque chose qu'on oublie aujourd'hui. Mais bon, j'imagine que peut-être, de ton point de vue, tu as peut-être ressenti un petit syndrome de l'imposteur aussi pendant des années. Ouais. À mes débuts, oui, je me disais, j'ai pas le physique de donner des conseils, peut-être, parce que c'est ce qu'on me disait beaucoup, et je me suis construite les premières années plus jeune là-dessus. Maintenant, j'ai 31 ans, donc le recul, je l'ai plus sur mon corps. Quand j'ai eu ma maladie cœliaque détectée, que j'ai compris beaucoup de choses dans mon corps, que j'étais plus patiente avec lui, que la santé, maintenant, je gère une grosse boîte, j'ai des contraintes. Je veux dire, je suis pas athlète de haut niveau, je passe pas mes journées à faire du sport. On me demande toujours combien de fois par semaine tu t'entraînes, Justine, parce que je suis un compte fitness. Je m'entraîne 5-6 fois par semaine maximum. Déjà 5, c'est bien. Et j'ai des contraintes comme tout le monde et tout. J'ai pas le temps de m'entraîner 3 fois par jour, 5 heures de sport et d'avoir une diète d'enfant de 6 ans. Non, c'est pas mon délire, quoi. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Donc, c'est une application. Donc, nous, avec mon mari, on a commencé avec Thibaut. Il s'appelle Thibaut Geoffrey. Il est aussi créateur de contenu à la base, auteur food aussi dans le livre de recettes Healthy. On s'est rencontrés comme ça. On est mariés. Et du coup, on a une application de fitness depuis 3 ans, 4 ans maintenant, qui est la continuité de ce qu'on proposait depuis des années, c'est-à-dire du sport accessible pour les gens avec une méthode courte pour qu'on puisse s'entraîner intensivement pour les gens qui n'ont pas le temps de faire 10 heures de sport par semaine, qui ont des enfants, des familles, des contraintes, un boulot, etc. Pas beaucoup d'espace pour s'entraîner. Donc, c'est une plateforme aujourd'hui où on va trouver beaucoup d'entraînement personnalisé en fonction des besoins et de la nutrition surtout personnalisée parce que les gens ne savent pas comment manger, quoi manger. Ils n'ont pas d'idée de comment faire, quelles sont leurs quantités propres pour eux, comment est-ce qu'ils doivent répartir leurs repas. Et tout ça, maintenant, c'est intégré directement dans la plateforme. C'est vraiment une super plateforme. Franchement, pour avoir testé, en plus, elle est très chouette. On a collaboré ensemble. En fait, c'est sur celle-là qu'on a collaboré. Moi, je ne sais pas, pour ceux qui se souviennent peut-être de la collaboration qu'on avait fait avec Justine. Moi, j'avais créé une vingtaine de recettes pour l'application, justement, pour avoir des options sans gluten alléchantes et faciles à faire. Et puis, j'étais allée à Lyon pour faire un super tournage des recettes. Et voilà. Et elle cartonne tes recettes. Les gens adorent parce que, justement, c'est simple. Et l'objectif de la plateforme, souvent, on a l'impression que le fitness, c'est complexe. C'est qu'un truc d'influenceurs qui ont le temps, en fait. Et en fait, on a des programmes très courts, 20 minutes, 3 fois par semaine pour des gens pressés. On a 45 minutes, 6 fois par semaine pour les gens qui ont plus de temps. On a une multitude de programmes adaptés en fonction des contraintes des gens. Et c'est la food, c'est ce qui cartonne sur ton compte. C'est des choses simples pour aider les gens, faciliter la vie du quotidien. On n'est pas là pour avoir des trucs complexes, chiants, bobos, déconnectés de la réalité. Le but, c'est que ça soit vraiment un outil au quotidien. Ouais. Mais ce qui est compliqué avec cette plateforme, moi, la première fois, pour être hyper honnête, quand tu m'as contactée, je me suis dit, mais qu'est-ce que moi, je vais aller faire un partenariat avec une plateforme de fitness pour maigrir? Parce que souvent, quand même, les publicités, le marketing, quand on doit vendre ce type de plateforme, il faut vendre aux gens qui vont perdre du poids, parce que je pense que c'est l'argument qui est malheureusement le plus vendeur aujourd'hui. Comment tu t'arrives à faire une balance entre
je dois vendre et en même temps, je veux faire passer un message qui est faites du sport en fait pour votre santé globale. Et je pense que c'est le message que tu essaies de faire passer par ton physique, par ton compte depuis 10 ans, mais c'est pas facile. C'est hyper pertinent ce que tu dis parce qu'en fait, le problème, c'est que par exemple, tu vas aux États-Unis, en Allemagne ou en Espagne, la culture du fitness, c'est une culture de style de vie. En France, c'est pas encore vraiment trop notre cas. On reste un pays bon vivant, saucisson, baguette, vin, c'est notre culture, c'est comme ça. Et on a une approche du sport qui est uniquement basée sur la transformation physique encore. Ça changera, je pense, dans les années à venir avec la santé, ça va avec le bio, ça va avec l'écologie, etc. C'est des choses qui prennent du temps. Donc en fait, les gens, ils ont toujours besoin à toute époque, il y a 10 ans, et ça sera encore le cas dans 10 ans, de se prendre en main au moment où ils seront au pied du mur. Donc, il y a le prétexte de la transformation physique, mais aujourd'hui, les gens, ils sont perdus. Tu vas sur YouTube, tu vas t'écouter un coach. En fait, tu as 10 000 façons de faire et c'est jamais la même façon. Donc, les gens, ils sont perdus. Donc, nous, on leur propose toujours à des moments clés dans l'année une méthode de transformation parce que c'est ce qui parle aux gens, c'est concret pour eux. Ils viennent pour un objectif et quand ils intègrent la plateforme, quand ils mettent en cas qu'ils se rendent compte qu'ils vont, pour perdre du poids, manger plus que ce qu'ils mangent depuis des années et que ça va marcher là où eux, avant, ça n'a jamais marché, tu vas leur réapprendre à avoir une vision différente du sport et de l'alimentation. Ils vont se rendre compte que le sport, ils vont trouver plusieurs programmes, on va leur suggérer, personnalisés, qui leur plaisent. Ils vont se dire, finalement, le sport, c'est pas une punition. Moi, j'aimais pas le sport, j'aime pas, c'est chiant, j'ai pas le temps, je déteste l'effort physique. Et puis, ils vont se dire, je vais faire un peu de pilates, et puis je vais faire de la danse, zumba, et puis je vais faire un peu de boxe, c'est pas du fitness, mais j'aime bien, c'est une approche différente. Et en fait, tu vas les faire kiffer une fois qu'ils vont être alpagués par une promo ou par une promesse de transformation physique. Et quand ils vont être dedans, ils vont avoir cette promesse, mais après, ils vont le garder comme outil du quotidien. Parce que ça va aller au-delà une fois que tu as intégré, que tu vas découvrir l'univers, l'écosystème, ça va tellement simplifier ton quotidien. Ça va être très facile de lancer une séance, n'importe laquelle de ce que tu aimes, ou pour la food, etc. Donc en fait, ils viennent pour les, entre grands guillemets, mauvaises raisons et restent pour les bonnes finalement. C'est quand même une bonne raison de se transformer physiquement parce que ça impacte ton physique, ça impacte ta confiance en toi. Aujourd'hui, le problème, c'est que les gens, ils se transforment n'importe comment. Zoé, c'est surtout ça, c'est que les gens, ils font nimp, ils mangent pas, ils mangent n'importe comment, ils mangent que des légumes, ils mangent pas de prot, ils savent pas comment s'alimenter, en quelle quantité. C'est surtout ça, en fait. Parce que perdre du poids, si tu veux pas non plus être dans un régime extrême à perdre 10 kilos alors que tu es déjà mince, la démarche, elle est saine. C'est un rééquilibrage alimentaire, en fait. Justement, parce que toi, tu as été diagnostiquée avec la maladie cœliaque. Je pense que c'est un sujet qui va beaucoup intéresser ma communauté parce qu'on est quand même beaucoup à manger sans gluten ici. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter peut-être comment est-ce que tu as découvert ça pourquoi? Quels étaient tes symptômes? Je pense que j'ai toujours su que j'avais un problème avec le gluten parce que je me suis rendu compte en mangeant plus healthy, justement, que j'avais des réactions alimentaires à certaines prises d'aliments. Alors que quand tu manges très industriel, très transformé, beaucoup de soda et tout, c'est masqué un peu, tu vois. Et quand tu as une vie plus saine, tu commences à te rendre compte que tu as des réactions anormales à certains aliments qui sont considérés comme healthy ou qui sont pas problématiques, tu vois. Par un cheat meal, t'es pas allé au McDo ou au kebab à manger très gras et tout. Donc tu te poses des questions et j'avais remarqué pendant une de mes sèches un peu plus cadrées, perte de poids, que j'avais arrêté le gluten parce que c'était anti-inflammatoire. C'était conseillé de diminuer le gluten pour limiter l'inflammation, que j'avais déjà des bonnes réactions là-dessus. J'avais le ventre plus plat, etc. Mais j'avais pas de douleur. Et c'est l'année dernière, il y a 1 an et demi, pour la faire très courte et pas rentrer non plus trop dans le détail, pour pas saouler les gens. Non, tu saoules pas, je pense que c'est vraiment, ça nous intéresse. Hein. Parce que chaque histoire est différente, en fait. C'est ça, mais en fait, j'avais déjà j'ai fait une grosse crise, mais et j'avais déjà vu quand j'étais plus jeune des problèmes intestinaux. J'avais des réactions alimentaires. Je pensais que c'était les œufs au début. Je pense que ça devait être un peu les œufs quand même, parce que c'est lié, je crois, c'est lié à les œufs et le lactose. Des fois, tu peux avoir des sensibilités chez certaines personnes, j'avais vu. Et tu avais des gros inconforts, j'avais le ventre gonflé, je faisais des indigestions souvent. Et en fait, c'était ça. Et je le savais pas et je faisais des crises. Mais pourtant, j'ai toujours consommé du gluten avant, quotidiennement, pas tous les jours, mais dès que je sortais, je pouvais m'acheter une pâtisserie. Enfin, j'avais pas de crise. Et j'ai eu une crise il y a 1 an et demi, en octobre 2023. Donc, il y a 1 an et demi, 1 an et 4 mois. Avec des douleurs très vives, couteau dans le bas du ventre, le ventre extrêmement gonflé, dur comme de la pierre, difficulté à dormir, appui sur la vessie, problèmes intestinaux, constipation, diarrhée ou constipation, boutons cutanés, fatigue chronique. Et j'avais des douleurs qui ne partaient pas malgré les médicaments. Et j'ai fait tout le parcours médical, j'ai vu plein de spécialistes de octobre à janvier. J'ai vu pour l'endométriose, ça pouvait être ça. J'ai fait des scanners, des prises de sang pour savoir si j'avais pas des déchirures musculaires. J'avais une douleur tellement vive dans le ventre.
Je comprenais pas d'où ça venait. Et ça arrivait pas tout de suite après la prise des repas. Comme tu disais tout à l'heure, c'était des fois 12 heures après au niveau de la... Enfin, c'était bizarre. Et après, du coup, j'ai dit une fois, je vais aller voir une gastro-entérologue et je vais lui parler de ma sensibilité que je trouvais au gluten. Et je lui dis, faisons les tests. Tant qu'à faire que je faisais 1000 tests, je vais me voir au fait d'ailleurs si j'ai un problème avec le gluten. Donc, première étape, la prise de sang, qui confirme que j'ai potentiellement bien la maladie cœliaque. Ouais. Et elles me disent que vous voulez confirmation, faisons une gastroscopie, une coloscopie. Je dis, oui, faisons. Ouais. Comme ça, moi, je suis sûre. Et je me dis, ça se trouve, c'est pas ça la cause de mes douleurs, mais au moins, je le saurais. Ouais, mais bien sûr, c'est mieux de savoir, de toute manière. Ouais, je me suis dit, la maladie cœliaque, c'est quand même pas la même chose que juste une petite sensibilité au gluten. Hein. Non. Donc, je l'ai fait, j'ai les résultats, début janvier, et c'était ça. Et j'ai arrêté totalement le gluten, et j'ai plus jamais eu cette douleur. Jusqu'à une autre fois où j'ai fait une autre crise de gluten, et cette douleur précise et vive est revenue. Donc, depuis ça, j'ai su que j'étais cœliaque, quoi. C'est grâce à ça. C'est fou, hein. Et donc, c'est arrivé en fait pas du jour au lendemain parce que tu avais déjà des douleurs de temps en temps, mais la douleur vive est arrivée en une fois, quoi. Ton corps a dit stop. Ouais, je pense là, il y a eu un trop-plein. Ouais, je pense que j'en consommais pas assez régulièrement non plus du gluten par le fait que j'avais un mode de vie healthy. Je mangeais plus de pain blanc, peut-être les pâtes, tu vois, mais j'avais commencé déjà à avoir une alimentation à la maison de pâtes sans gluten, farine sans gluten. Ouais. C'est assez commun pour Thibaut et moi avec les recettes healthy qu'on faisait. Et j'avais pour réduire l'inflammation, etc. Je savais que j'ai des problèmes de ventre, j'avais toujours un peu gonflé, flotteuse. Ouais. Non, et puis c'est arrivé d'un coup, quoi. Et puis en octobre 2023, en fait, tu as eu d'un coup... C'est ça. Avant, ça s'est passé suffisamment pour que mon intestin se répare. Je pense, tu sais, les villosités, ouais. Voilà, c'est ça, les villosités. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, mon corps, il a dit stop. À 30 ans, craquage, voilà. À 30 ans, c'est ça qui est intéressant aussi, parce que beaucoup de personnes me demandent toujours est-ce que la maladie cœliaque, c'est quand on est bébé, est-ce que c'est génétique ? Oui, c'est génétique, mais elle peut se déclarer à n'importe quel moment de la vie, et on ne sait pas exactement pour quelle raison elle se déclare ou pas. Est-ce que c'est le stress ? Est-ce que c'est une alimentation inadaptée ? On ne sait pas, on ne saura jamais. Tu es quand même en très bonne santé, tu prends très bien soin de toi, et pourtant ça t'arrive aussi, donc voilà, on ne peut pas prédire, on ne peut pas choisir. C'est sûr que l'alimentation healthy, ça nous rend pas, immortels. Non. Mais grâce à ça, on peut détecter plein de choses, justement. Ouais, mais oui. Ouais. Et puis on se sent quand même mieux, et puis on arrive mieux à vivre avec. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui t'ont traité, encore une fois, d'influenceuse blonde qui mange sans gluten pour maigrir, encore un nouveau régime, etc. Je l'ai même vu dans mes commentaires, pour être honnête, quand j'ai fait la collab avec toi, des personnes qui commentaient en disant « Oui, mais Justine, elle dit n'importe quoi, elle mange sans gluten, c'est n'importe quoi, encore une fois. » Déjà, j'ai envie de dire que personne ne mange sans gluten, juste comme ça, en fait. Tu l'as vécu comment, le diagnostic ? Un soulagement, hein, de savoir ce que j'avais, et de savoir que, en plus, comme je suis un mode de vie où je sais ce que c'est de faire des concessions, j'ai déjà un mindset de s'il faut changer des choses, c'est pas grave. Quelqu'un qui a une alimentation très industrielle, qui mange mal, qui mange plein de pâtisseries, qui commande tout le temps, etc., qui va devoir passer à du zéro gluten, c'est pas la même. Hein. Ouais, c'est pas facile. Non, et puis c'est comme par rapport à, je pense, quand toi t'as été diagnostiqué, il y a quelques années, il y avait beaucoup moins de solutions, de marques et de recettes sans gluten, même sur les réseaux, quoi. Je pense que tu as beaucoup participé au fait qu'il y ait des gens tu leur as facilité la vie de manger sans gluten. Ouais. C'est pour ça que moi, je suis allée te chercher aussi, parce que ma communauté m'a beaucoup partagé ton compte. Ouais. C'est comme ça qu'on s'est mis en contact. Parce que tu proposais une alternative là où il n'y avait pas de solution, en fait. Ouais. Non, c'est sûr qu'il faut changer ses habitudes, et je pense que c'est ça qui est peut-être le plus compliqué. Ah ouais, changer l'habitude des gens, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Ouais. Là, à partir de te dire que tu manges pas parce que tu es au régime, tu manges pas parce que ça te rend malade. Ouais. Ça fait mal. Ouais. Enfin, ça te défonce. Ouais. Donc, et t'en as remangé volontairement depuis ? Non, jamais. Ah non, plus jamais. C'est là qu'on voit qu'elle est vraiment cœliaque, les amis, parce que avoir la tête qu'elle vient de faire, là, on peut faire un gros plan. Si tu regardes la vidéo, t'as vu ? Moi, j'ai volontairement du gluten, mais ça va pas la tête. Non, jamais. Tu vois, t'en as plus envie. C'est même pas, même Thibaut, il me dit, je mange devant toi, ça te gêne pas. Je dis, mais en fait, ça va me faire tellement mal. Ça va me faire mal que non, en fait, j'associe le gluten à la douleur. Et si j'ai très faim, je peux quand même, il y a plein de choses que je peux quand même manger, mais voilà, quoi. Tu vas dans un restaurant, tu prends une salade, tu t'en sors, de la viande avec des frites, normalement, ça passe. Voilà, et puis tu le précises dans un max de resto. Ouais. Mais non, les crises, elles sont trop douloureuses pour faire des tentatives. Non. Ouais, non, mais je comprends, hein, moi non plus. Moi, j'en ai plus jamais remangé. Moi, ça fait une dizaine d'années là que je mange sans gluten.
Et j'en ai plus jamais remangé volontairement. Mais parce que peut-être que j'avais un mode de vie comme toi, tu vois, qui s'y prêtait déjà un petit peu. Ça a peut-être été plus simple pour moi. Parce que c'est vrai que je peux comprendre les personnes qui commencent à manger sans gluten, qui ont un mode de vie qui est complètement différent et qui font changer du tout au tout, faire un virement 360 degrés. C'est pas facile, quoi. Non, c'est pas facile. Hein. Déjà, changer son alimentation pour un peu plus healthy, dans le sens moins transformé, un peu moins industriel, les sodas, tout ça, c'est très dur. Là, on parle carrément des trucs qu'on préfère sur Terre. Les pâtisseries. Ça te manque, malgré tout? Ouais. Ça me manque même d'aller prendre des burgers. Les pizzas, je peux les faire à la maison. Il y a des petites alternatives sympas, des wraps sans gluten. Je me fais des petits trucs. Mais les burgers, tout ça, ça manque un peu quand même. Des fois, il y a des soirées, même en entreprise, on fait des soirées où il y a des pâtisseries, tout ça. Ils me font des petites parts sans gluten et tout. Mais tu peux plus aller en boulangerie n'importe où dans Lyon, me prendre une pâtisserie. Je peux plus manger mes bonbons préférés parce qu'il y a du gluten dedans. Il y a des trucs qui me manquent, quand même. Ouais. Et c'est intéressant de t'entendre le dire, tu vois, je peux plus manger mes bonbons préférés alors que tu es influenceuse fitness et que tu dis à tout le monde de manger sainement, ça fait partie au fait aussi d'un régime sain, de pouvoir se faire plaisir, d'avoir des trucs préférés, c'est important. La seule différence, c'est qu'en fait, c'est la récurrence. J'en mange pas tous les jours, mais des fraises tagada de temps en temps au cinéma et tout, ça, j'adorais. Ouais. Ce qui était intéressant aussi quand on allait manger ce midi, justement, cette fameuse pizza, où tu m'as dit, c'est fou, quand je mangeais du gluten, j'avais jamais envie de manger de pizza. Et là, depuis que je dois manger sans gluten, j'ai qu'une seule envie, c'est de manger cette pizza. Et je pense que c'est quand même une image qui parle d'elle-même, en fait, et qui montre à quel point suivre un régime restrictif, ça donne encore plus envie de manger le truc qui est interdit, quoi. Ouais. Mais en plus de ça, là, pour le coup, on est restrictif, mais parce qu'on n'a pas le choix. Bien sûr. Mais c'est comme tu t'interdis, par exemple, t'es musulman, tu sais que tu manges pas de porc par conviction religieuse. T'es végane, tu manges plus de viande parce que c'est par conviction personnelle et par écologie, par exemple. Ouais. Donc, en fait, dès le moment que tu as un mindset où tu t'habitues à pas être dans la restriction parce que tu veux maigrir, tu veux devenir maigre, et que c'est parce que tu n'as pas le choix, c'est ton régime alimentaire, c'est comme ça. Les allergies, les intolérances alimentaires, c'est comme ça, tu n'as pas le choix. Ouais. Si tu veux pas être malade, tu es obligé de pas les consommer. Ouais. Donc, tu te formates quand même un petit peu. Mais ouais, la pizza, avant, jamais j'en prenais au restaurant. Maintenant, j'ai une obsession pour les pizzas. C'est fou. Sinon, avant, tu m'aurais dit sushi ou pizza, je t'aurais dit sushi. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas la même. Hein. Ouais. Je t'ai pas demandé d'aller manger sushi ce non, midi. Non, c'est vrai que j'aurais pu te proposer. Mais là, non, c'était pizza d'office, quoi. T'es arrivé, tu m'as demandé s'il y avait une bonne pizzeria dans le coin, quoi. J'ai pas mangé de pizza dans un restaurant depuis 1 an et demi. Ouais. Puis toi, peut-être depuis plus, parce que t'en manges pas tous les jours. Mais non, j'en mange pas toujours. Mais bon, moi, j'habite à Paris, donc il y a quand même plus de choix sur Paris de restaurants. Et c'est vrai que ça, c'est une grande chance, parce qu'il y a quand même pas mal de restaurants sans gluten qui sont accessibles et dans lesquels je peux aller, même si j'y vais pas tous les jours. Mais je sais que si j'ai très envie de manger une pizza, je peux en trouver assez facilement, entre guillemets, quand même. Là, franchement, à Paris, je pense qu'il y a plus de choses qu'à Lyon. Ouais. Si tu as un conseil à donner aux personnes qui commencent à manger sans gluten, qui sont diagnostiquées, tu vois, à toi d'il y a 1 an et demi, qu'est-ce que tu aurais voulu savoir? Déjà, il y a se renseigner tout de suite sur où est-ce qu'il y a du gluten. Par exemple, je me suis fait avoir sur les médicaments. J'irai chercher tout de suite la possibilité de faire un maximum de choses à la maison. Parce que le plus dur, c'est à l'extérieur. Et il faut savoir aussi amener sa bouffe au maximum qu'on peut. Prendre des choses très simples quand on est au resto pour ne pas se faire surprendre. Et être abonné à Fit Fight Forever parce qu'il y a plein de recettes sans gluten et à Zoé No Gluten sur les réseaux sociaux. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Tu te vends bien, franchement, on voit le métier, quoi. Tu vois, mais nous on a des plans sur mesure, il y a 700 recettes, là tu as du choix, tu as peur de manger restrictif en fait quand tu t'enlèves le gluten. Ouais. Et en fait, tu changes les farines, tu achètes certaines marques plutôt que d'autres, tu privilégies le riz, les patates, tout, on peut manger beaucoup de choses sans gluten. Ouais. C'est juste un apprentissage pour les gens. Et c'est le plus dur, c'est quand tu faut manger aussi le foyer sans gluten, mais franchement, ça passe, quoi. Ouais. C'est quoi tes ingrédients incontournables depuis que tu manges sans gluten? Farine de riz et farine de châtaigne, pour le salé et le sucré, pour les bowl cakes, etc. Tu mélanges les deux? Ça dépend, oui. Il m'en manque d'une ou l'autre. Mais pas tout le temps. Parfois, tu fais que farine de châtaigne. Ouais, farine de châtaigne, j'utilise pas mal pour le sucré. Les bowl cakes, les crêpes, les pancakes. Et tu arrives à faire des crêpes avec la farine de châtaigne? Jamais essayé. Ah ouais. Ah ouais, ok. Tu mets avec de la banane ou du yaourt ou de la compote de pommes. Ou il y a des recettes, ça passe. Hein. Ok, ah ouais. J'essayerai. Petit bowl cake et tout. Farine de châtaigne avec un peu de whey. Ensuite... J'aime bien les petits pains grillés. Ah oui, attends, avec un peu de whey, c'est ça, c'est de la protéine en poudre. C'est de la protéine en poudre, ok. Donc tu rajoutes quand même une autre poudre. Ouais. C'est après, sinon, si tu as la protéine en poudre, tu mets plus de farine de châtaigne, tu vois. Ok. Pour le lion, mais
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, je mange beaucoup à base de riz et de pommes de terre. La sauce soja sans gluten. C'est une grande partie de mes recettes au quotidien. J'adore cuisiner à sauce soja. Donc, j'achète des cartons entiers de 20 trucs de sauce soja sans gluten dans des magasins asiatiques spécialisés. Et après, il faut faire attention au chocolat au quotidien. Ouais. Les bouillons de légumes, les épices, les pâtes sans gluten. J'adore les pâtes à la farine de riz. Très bonne texture. Ça, c'est mes préférés. Les autres sont assez molles ou alors c'est assez farineux, ça donne une texture collante. Et puis je trouve que le lendemain aussi, on ne sait pas vraiment faire des salades de pâtes sans gluten, c'est un peu compliqué ça. Parce que la texture devient bizarre le lendemain, il faut les manger tout de suite. Toi, tu les préfères à quoi tes pâtes? Moi, je les préfère à quoi? Moi, je change. En fait, moi, j'ai jamais vraiment aimé beaucoup les pâtes, donc je sais pas, je change. J'essaye tout le temps des marques différentes. Et t'as jamais regardé la compo? Sur quoi c'était? Aussi, riz, maïs, mais parfois j'aime. En fait, quand je te dis je change, c'est parfois. Moi, je me dis tant qu'à faire, j'alterne. Donc parfois, je prends des pâtes à base de, je sais pas moi, farine de lentilles corail, de pois cassés, de trucs. Et quand on met de la sauce et tout, je trouve qu'on goûte pas tellement la différence. Et comme ça fait des alternatives. Moi, j'aime bien au niveau de la texture de la farine de riz. Les pâtes farine de riz, elles ont une bonne texture. C'est proche des trucs classiques. Par exemple, Thibaut, il aime pas trop les pâtes sans gluten. Et du coup, quand je fais goûter à la farine de riz, ça passe toujours bien. Elle a vraiment une bonne texture. Pour la famille, tout ça, si on fait pour tout le monde, ça fait pas trop de différence. Ouais, c'est ça, parce que c'est ça aussi. Toi, t'habites seule avec Thibaut, donc c'est assez facile. Vous êtes deux, mais dès qu'on a une famille qu'on doit faire pour tout le monde aussi, c'est plus cher de manger sans gluten quand même. Quand on achète des produits au supermarché, je pense que tu vois la différence aussi. Tu dis à quelqu'un manger sans gluten, il va dire voilà, par quoi commencer quoi. Tu cuisines plus depuis que tu manges sans gluten ou pas forcément? Depuis que je mangeais Elsie surtout. Bien avant le sans gluten, je cuisine plus de trucs maison, forcément, parce que je peux pas commander n'importe quoi sur Uber Eats ou Deliveroo, mais après, moi, je cuisine déjà de base beaucoup. Pas de la grande cuisine, mais je cuisine. Je fais de l'assemblage, quoi. Moi, je dis toujours que je cuisine pas, en fait. J'assemble des trucs. Parfois, sur les réseaux, les gens me disent, mais c'est pas de la cuisine, t'as assemblé. Je dis, oui, mais bon, j'ai quand même fait un repas, donc au final, c'est cuit. Donc, c'est cuit et assemblé. On n'est pas obligé de faire Top Chef sur Instagram, quoi. C'est de la cuisine de tous les jours. Ouais. C'est ça qui est bien. C'est ça que j'essaie de faire sur ma page aussi. C'est en fait enlever, parce que, pour moi-même déjà, toutes ces difficultés autour de la cuisine, pour moi, il y avait vraiment un truc où il fallait faire les choses bien, avec plein d'ingrédients, et ça devait être beau et tout. Et en fait, dire aux gens que, finalement, pas forcément. En fait, on peut faire très simple, ça peut être très bon et très pratique et très bien pour le quotidien, quoi. Il faut pas plus. Ouais, parce que comme tu l'as dit, quand tu es cœliaque, tu es obligé de beaucoup cuisiner toi-même. Parce que tu es obligé de cuisiner en plus séparément du reste du foyer pour la contamination. Et le but, c'est de simplifier au max pour que ça ait l'air le moins contraignant possible. C'est ça. Alors, la question d'origine, est-ce que ça fait maigrir? Eh ben non, le sans gluten ne fait pas maigrir, contrairement à ce que les gens pensent. Manger sans gluten, il y a plusieurs avantages, même si tu n'es pas cœliaque. C'est que, en fait, comme c'est considéré comme anti-inflammatoire, un corps qui a une alimentation anti-inflammatoire va moins bloquer les processus de perte de gras, de stockage de l'eau, tu vas moins être rétention d'eau, tout ça. Mais c'est pas parce que tu vas manger sans gluten que tu vas maigrir. C'est toujours le total calorique, tout ça, et tu as une alimentation un peu moins inflammatoire, donc c'est favorable à la santé et au changement physique, mais c'est pas parce que tu vas manger sans gluten que c'est pour faire healthy ou pour mincir, pour faire ce genre de choses. Mais c'est pas l'idée, quoi, en fait. C'est pas. En fait, le truc, c'est que comme il y a beaucoup de gluten dans l'alimentation en général en France et que le gluten se trouve dans les restaurants majoritairement dans le pain, par exemple, en fait, si tu supprimes le pain et que tu le replaces par rien, effectivement, tu vas maigrir parce que souvent, c'est la grande source de féculents au restaurant. Quand on va avoir souvent, je sais pas, une viande en sauce avec des légumes et puis du pain, en fait. Mais si tu enlèves le pain, effectivement, tu vas juste manger moins, en fait. C'est un truc de cause à effet. Oui. Puis comme tu peux moins manger, tout comme je t'ai dit, plein de pâtisseries, quand tu vas être invité chez des amis, tu vas moins te jeter sur les chips, les apéros, parce que y a du gluten dans absolument tout. Mais en fait, tu manges moins de la merde, ça c'est sûr. Mais tu peux quand même prendre du poids en mangeant 100% sans gluten si t'es en excédent de calories, quoi. En fait, si tu remplaces le pain classique par du pain sans gluten, c'est encore pire limite, parce que le pain sans gluten est plein d'additifs qu'il n'y a pas dans le pain classique. Exactement. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup d'amalgame en se disant que sans gluten c'est d'office plus sain et pour maigrir, et que c'est des mentalités qu'il faut changer. C'est ça. C'est pour ça que nous, dans l'appli, on a changé les termes. On n'a pas mis sans gluten comme si c'était miraculeux. C'est vraiment pour les gens qui sont intolérants, allergiques, qui ont une sensibilité ou qui ont des traitements médicaux qui font qu'ils sont censés manger sans gluten, quoi. Bon, écoute, c'était hyper intéressant. Je pense qu'on a balayé plein de sujets quand même assez variés de ta carrière et puis après de cette fameuse application que tu as montée avec ton chéri et qui est vraiment géniale. Et puis de ton diagnostic de maladie cœliaque quand même qui a changé beaucoup de choses dans ta vie et qui a fait remettre... D'ailleurs, ça a fait remettre des choses sur ta santé en question. Ouais. Est-ce que... Ouais.
Quand j'ai eu mes crises, j'ai arrêté le sport pendant 3 mois et j'avais tellement mal. On se dit toujours, on se plaint toujours quand tout va bien, mais quand on nous enlève la santé, et pendant cette période où j'ai vraiment eu très mal, et puis ça m'a mis mon corps dans un état, je me reconnaissais plus vraiment, il était tout gonflé, très dur et tout, et je me suis juré, si je retrouvais la santé, que je savais ce que j'avais et que ça se résolvait, parce que j'avais pas non plus un cancer ou autre, j'allais plus avoir d'excuses. Et puis le plus important, c'est même si mon corps il est pas ultra sec comme une compétitrice de body, il est en pleine santé, je me sens bien, j'ai un corps qui fonctionne, beaucoup relativisé, gratitude sur la santé, sur le fait que que je me sens bien, que je peux m'entraîner, je suis en pleine santé, donc il faut que j'en profite. Ça m'a donné ça. C'est un beau message et c'est vrai que peut-être qu'on souhaite pas aux personnes d'être diagnostiquées cœliaques, mais non, mais moi aussi ça m'a fait ça clairement. Ça te permet de prendre conscience de plein de choses et de te remettre en question et puis d'aller de l'avant et encore plus finalement. C'est aussi une des raisons pour lesquelles le podcast s'appelle différemment finalement, parce que pour moi je mange différemment, mais je l'ai appelé différemment le podcast, pas seulement parce que je mange différemment, mais juste parce que je trouve que parfois, il faut changer de perspective et essayer de regarder les choses différemment pour trouver des solutions, en fait. Et il y a des études comme ça en Angleterre, par exemple, enfin, ça n'a rien à voir, mais bon, je le dis quand même, et puis on s'arrêtera peut-être là, mais où il y a des grèves, par exemple, il y avait des grèves dans les métros, et donc les gens ont été obligés de chercher des autres trajets, finalement, de changer leur trajet et leur route pour aller au travail. Et en fait, il y a des études qui montrent qu'après, beaucoup de ces personnes se sont rendues compte qu'il y avait en fait des meilleurs trajets pour eux, mais ils ont trouvé ces trajets seulement parce que leur routine de je prends ce métro-là pour aller au travail et tout, a été cassée en fait. Ils ne pouvaient plus prendre ce métro-là parce qu'il y avait la grève. Ouais, c'est comment tu casses les habitudes des gens, et dès le moment que tu les sors de la zone de confort et tes habitudes, ils se découvrent plein de perspectives. C'est exactement ça. C'est ça. Et en fait, cette histoire de changer d'habitude, de casser, parfois ça fait du mal sur le moment parce que c'est pas facile à encaisser, mais sur le long terme, ça peut apporter beaucoup de solutions finalement. Ah ouais, totalement. Mais c'est qu'une vision. C'est dès le moment que tu acceptes de changer des choses et de te dire que c'est comme ça et pas autrement, et qu'il y a plein d'autres manières de faire, oui. Et d'accueillir finalement, pas d'être dans la victimisation. Je pense pas que c'est ton cas non plus, tu vois. Tu t'es relevé directement, la preuve, ça fait qu'1 an et demi. Ton application, il y a des programmes sans gluten. Tu m'as contacté, t'étais même pas diagnostiquée depuis 6 mois, je pense, quand tu m'as envoyé ton premier message en disant « on m'a parlé de toi, est-ce qu'on peut faire un truc ensemble ?» Enfin, c'est quand même une force de caractère énorme de se dire « il m'arrive ça ». Et au lieu de te dire c'est foutu, j'ai pas fait de sport pendant 3 mois, je ressemble plus à rien, te dire maintenant je me relève et j'utilise ça comme ma nouvelle force et je fais partie d'un nouveau mouvement, quoi. Et je vais inspirer des gens des gens qui souffrent de la même maladie que moi finalement. Et là, je me suis découvert la problématique, donc je me suis dit cette problématique elle existe de toute façon, elle existe pour le gluten, mais elle existe pour le lactose, elle existe pour certaines maladies, pour plein de choses. Donc après, pourquoi pas essayer de simplifier, toujours l'objectif de simplifier la vie des gens. Oui, c'est ça, mais s'utiliser comme exemple et en faire une force finalement. Exactement. Mais j'aime bien. Ça fait une très chouette transition vers la fin quand même. Je sais pas s'il y a des questions que tu aurais voulu que je te pose en plus et auxquelles j'aurais peut-être pas pensé, des choses que tu voudrais mentionner, des projets que tu veux, je sais pas, teaser. Toujours l'objectif de nous, c'est comme je te disais, de développer la plateforme au max. Et après le reste, continuer à faire des projets sympas comme on fait là. Avec plaisir. Démocratiser le sans gluten, je pense que ça ferait pas de mal à notre pays. On est un peu en retard là-dessus. Ça arrive. Ouais, ça arrive, mais ça arrivera parce qu'il y aura de plus en plus de gens qui en parleront. Donc, en espérant qu'on ait l'opportunité de refaire plein de trucs ensemble aussi, et que le sans gluten se développe encore plus, quoi. Avec plaisir. Avec plaisir. Écoute, j'ai passé un trop bon moment. Merci beaucoup, Justine. Merci à toi si tu as écouté jusque-là déjà. J'espère que tu as appris plein de choses et que tu as passé un bon moment aussi. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, de laisser 5 étoiles, un like, tout ce que tu veux, un commentaire sur les réseaux, parce que ça nous aide beaucoup à faire en sorte que le podcast puisse être trouvé par d'autres personnes que ça intéresserait, tout simplement. Et je te dis à mercredi prochain. Gros bisous. Salut. Ciao.